et Balcon présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission. D'habitude, pendant la toune d'introduction, il y a du air guitar puis du air drum qui se fait. Puis là, il y a zéro énergie. Stéphane dort au bout de la table. Il est malade. J'ai les petit, Air là, quand même. Hatfield qui popent dans ma tête. Je suis comme, oh, quand est-ce que je fais dodo? Mathieu qui meurt en dedans tranquillement, petit feu à cause de. Mais non, il était en vacances, là. Il est décroché. Tu sais, la semaine passée, je disais que ce que j'avais trouvé comme plan pour compenser la mauvaise qualité de la lutte à WWE, c'était d'écouter bien des matchs de Orange Cassidy. Là, je l'ai moins fait cette semaine. Donc, le moral vient avec. Je me suis clenché, moi, le seul des trois ici, me suis clenché au complet Raw et SmackDown. Puis, c'est ça. Ça fait ton humeur. Tu viens de nous pitcher under the boss. Non, solide. J'ai dit que je suis le seul à l'avoir écouté au complet. Ah ouais. Donc, tu sais, c'est un sacrifice que j'ai fait, mais c'est ça que ça sert une équipe. Il faut qu'on se complète les uns les autres. Puis en situation de crise, ben on peut justement on peut se fier sur quelqu'un pour Puis là, on faire va- les jobs plates. Parce que là, on va se le dire, c'est une situation de crise présentement. Là. ouais, je pense que oui. C'est rough le produit, le WWE. Ouais, puis en plus, c'est quoi la semaine passée là, qu'on décrétait? Je suis comme, oh, on va essayer de trouver du positif, on va, être, Ah ouais. J'ai on bien va avoir essayé. une approche lumineuse sur le produit. Fuck off. Ça aura duré une semaine. Je suis pas capable d'être positif. Tu sais, puis c'est même pas de la haine pure et dure. Je veux pas qu'ils arrêtent de produire un spectacle. C'est juste, je suis pas engagé présentement. Puis c'est même au-delà des raisons politiques du Super Showdown. On va en parler, je présume, tantôt. C'est juste, on dirait qu'ils se forcent pas. Ben, puis moi, je pense que c'est, quelque chose qui va revenir beaucoup aujourd'hui, c'est que là, ça fait à peu près 6 mois quand on a joué l'angle là, de la nouvelle ère où on va redonner le show aux fans, où on vous écoute, on a conscience que vous n'êtes pas. Puis on peut pas être. Tu sais, je veux dire, ils ont essayé de faire. Ils ont fait semblant pendant quelques semaines, puis après ça, là, on est revenu dans. Écoute, Shane McMahon est le plus gros méchant présentement à la WWE. Vient de battre Roman Reigns en pay-per-view, si on considère Super Showdown comme étant un pay-per-view. Là, ça, c'est purement des rumeurs et de la spéculation, mais il commence à avoir un buzz sur Internet. Peut-être que Shane pourrait même être potentiellement être celui qui détrône Kofi, parce qu'en même temps, ça fait, on peut pas dire que ça fait pas de sens, parce qu'il est le plus gros méchant de la compagnie. gros méchant de la compagnie présentement, mais tabarnak! Ah oui, c'est ça. Je pense que ça devrait être, tu sais, quand tu mets en ligne les épisodes du podcast, tu mets un petit titre à côté, ça devrait être comme épisode 109, là, whatever, tabarnak. Je pense que c'est pas ça résumerait bien la situation. C'est ça. Ouais, mais si on veut le speeder positif, là, comme Drew McIntyre Vas-y, est comme... spin-moi ça positif. Il est comme le Diesel de Shawn Michaels qui est devenu Shane McMahon. Tu sais, Ah ouais, c'est drôle que tu parles de Diesel présentement épouvantable. parce que justement, là, tu sais, en voyant cette rumeur-là de Shane, puis en voyant son booking des derniers moments, on peut pas faire autrement que de regarder le produit de la WWE présentement puis repenser à quand ça allait pas bien dans la WCW. Tu sais, si tu tiens au courant quand même là, de la dynamique qu'il y a backstage, tu sais, on entend de plus en plus de parallèles, puis il me semble que ce qui a été un des problèmes de la WCW, c'est justement des gens en position de pouvoir qui se mettent eux-mêmes over au détriment donc d'un roster qui est plein de talent. Là, si on a souvent insisté sur le fait que le vestiaire de la WWE a jamais été aussi rempli de lutteurs talentueux. C'est absolument inconcevable que celui qu'on choisit dans toute cette gang-là pour genre faire à peu près comme 1h30 de temps à TV le lundi puis le mardi combiné, puis d'être probablement le prochain champion, c'est le fils du boss qui est Qui est en cinquantaine, qui est, ben oui, c'est qui ça. est pas un lutte lutteur pas. actif. C'est un gars qui fait un bump par match puis qui est pas capable de worker des punches comme du monde. C'est fâchant. C'est plate parce que, tu sais, on repense, ça fait combien de temps? Donc 3 ans là, que Shane McMahon est revenu dans la compagnie là, après un exil là, de quasiment une décennie. Le pop que ce gars-là avait était monstrueux. Un des plus gros pop dans les dernières années. Puis il a réussi à garder cette énergie positive-là derrière lui pendant un an et demi, 2 bonnes années. Mais depuis qu'il est viré méchant, je dis pas que c'est une mauvaise idée de le rendre méchant, mais fais-en pas le méchant Non, principal. non, il peut être un antagoniste autant que tu veux, mais
pas à ce point. Non, là, c'est ça, On parle de souvent là, une demi-heure sur chaque show, là, parce que là, avec la Wild Card Rule, Ah ouais, il se promène des deux bords. Puis systématiquement, quand il fait ses promos interminables, les chants de la foule, peu importe la ville, c'est "This is boring". Tu sais, je veux dire, c'est pas du bon heat, là. Puis là, C'est on- comme, non, c'est comme c'est ça le qu'il y a heat pas de du Baron bon heat, Corbin puis- dont on parlait il y a de cela quelques Puis semaines, là, c'est la même chose. on Barry McIntyre, qui est Ben. rien de plus qu'un faire-valoir, un goon, C'est au un lieu arbre, d'être... carrément. Il le transporte. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est comme... C'est pas vrai. L'image ne peut pas être plus là. Il arrive avec ses épaules comme Ouais. t'es le gros singe, fais ta job. Ouais, puis C'est là, carrément ils l'ont fait ridicule. à Super Showdown, puis ils l'ont refait oui. justement à SmackDown, je pense, cette semaine. Donc, c'est visiblement une image qu'ils veulent, qui nous reste en tête. Là, tu sais. C'est... Mm. Quelle image! Yeah. Ouais. Puis en plus, on s'est tout fait... Ben, pas tout fait avoir parce qu'on l'a pas regardé le Super Showdown, mais on a encore pensé que ça allait être peut-être un peu différent. Tous les combats de Super Showdown vont être refaits à Stomping Ground Ouais, dans ouais. 2 semaines, de Le toute Stomping façon. Ground est un show avec juste... C'est plein de rematchs, de matchs que personne ne voulait nécessairement sert voir à à la base. rien. Ce qui est comme la pire idée quand tu veux commencer un nouveau pay-per-view, tu sais, une nouvelle marque, essaye de proposer quelque chose d'un Ouais. peu innovateur. Non. Là, c'est tout le contraire. tu sais. Au mois de juin, la WWE, l'innovation, là, on se disait, on stall un peu parce que c'est le showdown, après on développe les histoires de l'été. Non, c'est juste comme, c'était ça les histoires de l'été, deal avec, Mais puis tu viens- arrange-toi avec ça. Tu vas dire mois de juin, tu sais, j'ai pas mal l'impression là, que si on allait dans nos archives de à ce moment-ci l'année dernière, puis à ce moment-ci il y a 2 ans, probablement qu'on ferait le même genre de commentaires Ben un petit oui, peu c'était le désabusés. règne de Là, Jinder historiquement, c'est ça. ça. Mais historiquement, c'est la saison morte. là. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir pour juin 2020. Oui. Parce que là, en juin 2020, avec la montée des nouveaux joueurs, avec l'arrivée d'un nouveau joueur à la télé Ouais. avec All Elite, Ils n'auront pas le choix. là. on va espérer, touche du bois, touche tout ce qu'on peut toucher, que justement que ça va changer quelque chose, et pas juste dans le produit qu'on regarde, mais aussi à la WWE, en espérant que tu sais, t'as fait la référence tantôt à la WCW, au Monday Night Wars, sans qu'ils soient... Ils n'auront pas besoin d'être un contre l'autre face à face le lundi soir Non, c'est ça. pour qu'il y ait une espèce peut-être de compétition puis que ça augmente la qualité des deux non. produits. Là. En tout cas, on espère, parce que, tu sais, là, au début, cet hiver, on parlait un peu qu'on était en attente de Fox. SmackDown à Fox va changer Ouais. les choses, ils vont être obligés d'ajuster, mais là, on les voit pointer les changements, puis c'est comme, mais boy, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde qu'on élargisse l'auditoire de la WWE parce qu'on fait juste diluer le produit pour plaire à plus de monde. C'est comme si on était en WrestleMania build-up à l'année. Faut C'est faire ça. gros, faut faire large, puis faut redire et redire et redire. Puis éventuellement, quand tu as ton vidéo package de 3 minutes, ah ben là, c'est bon. Ouais, mais ça fait 3 mois là, que tu tapes sur le clou, je tapoute, là, comme... Là, je suis rendu à l'étape où je vais juste sauter le 3 mois, puis donne-moi le vidéo package, puis je vais peut-être être investi un peu. Puis là, ton produit principal qui te donne 5 heures de TV Ouais. à chaque semaine 5 est heures. tellement comme downer pas intéressant qu'après ça, ça baisse l'intérêt pour le reste. Tout le monde a hypé l'épisode de 205 de cette semaine comme le meilleur de toute la série. Puis avec, Il y a eu des avec- chants Cha- 205 avec- dans la foule. là, tu sais. avec Chad ça va Gable, non, mais c'est sérieux, c'est pas, Ah ouais? c'est pas un dig là, comme Ouais. envers 205. Le point est que la meilleure heure de TV produite par la WWE cette semaine, c'est sans l'ombre d'un doute cette heure-là, puis personne la voit C'est ça. parce que Ben non. on C'est traité comme une arrière-pensée. c'est traité comme une arrière-pensée. Quelqu'un Puis, tu sais, disait quand, ça- tu sais, je veux dire, quand tu as déjà passé 5 heures à écouter des shows de marde, tu fais comme, oh, cette semaine, that's it, là, maintenant. Mais il y avait un truc intéressant cette semaine sur 205 qui m'a pas surpris. C'est Maria Kanellis. On les voit plus à la télé, les Kanellis, là. Mais elle est quand même active sur les médias sociaux. Puis il y a comme des gens qui lançaient des pointes que tout le monde s'en sac de Ouais, c'est ça, je voulais 205, dire. c'est botché, c'est fait tout croche. Mais elle a ramené une perspective du ouais, vous en sacrez peut-être, mais le talent qui travaille sur le show, nous autres, on s'en sac pas, puis on met de l'énergie dedans, puis on est investi, puis on veut que ça marche, tu sais. En fait, la formulation, c'est même pas tout le monde s'en fout. La formulation, c'est la WWE Ah oui, c'est ça. s'en fout, mais le talent qui travaille dans ce gala-là, pour eux, c'est important. Donc, tu sais, quand il y a vraiment il semble y avoir de plus en plus de tensions entre la direction puis Ouais. justement les lutteurs. là. Puis ça Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu à faire
fuck Raw, fuck SmackDown, on va écouter NXT puis 205. Ben, NXT, oui, 205, pousse pas ta loc, là, mais... NXT, pense vous avez qu'encore cancellé votre abonnement Là, au network. c'est de la mauvaise J'ai foi. plus de network, là, mais ça aide pas. Mais ça rappelle un peu, pour faire un parallèle, tu sais, ça allait moins bien, la WWE, mettons, de 2005 à 2010-ish. Là, il y a un trou John Cena, on va le dire, le trou John Cena. Et... Je viens de voir rien. Hey, c'est quoi ça? OK. Allô? Je suis avec des lunettes de soleil. Bon, ceux à l'audio comprennent pas, ceux à la vidéo vont avoir une surprise. Hey, c'est tough à la technique depuis quelques semaines. Hein. Ouais. Même quand t'es là, il est désinvesti. C'est comme Raw pis SmackDown. On a un que ça y prend 3 fois pour starter le show. L'autre, qui cabotine puis il nous met des changes de fond. J'allais parler de la ECW du temps de la WWE. On t'écoute attentivement. Ça me tente plus. Fait que allez chez le bonhomme. Passe au prochain sujet. Non, vas-y. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, mais tu sais, 205 puis NXT, ça ressemble un petit peu... C'était pas bon, la ECW du temps de la E, parce qu'on se disait toujours « Ah, c'est pas la ECW de Paul Heyman, c'est pas la même chose. » Mais c'était comme un produit satellite que personne n'a regardé. Les McMahon s'en foutaient, les headbookers. C'était genre, envoyez-la à ECW. On l'a su un petit peu, notamment au travers du documentaire de CM Punk. Celui de Paul Heyman aussi qui parlait de il me dompait des lutteurs à ECW. Putain, fais ce que tu veux avec. On s'en sac. Anyway, on va le releaser si tu fais rien avec. Puis là, il se passait des histoires. Il y en avait des très mauvaises. Là. Il y avait genre Big Show contre Lashley, des trucs du genre. Mais tu as eu des trucs qui sortaient comme CM Punk contre John Morrison dans le temps. Une couple d'équipes qui ont ressorti du lot. Fait que quand... On dirait que quand il s'intéresse plus à quelque chose, il enlève les contraintes. Puis si t'as des gens talentueux qui finissent par aboutir là, ils vont se dire « Hey, j'ai pas de boss qui me surveille, personne ne me chicanait vraiment, je vais m'en permettre. » C'est peut-être pour ça que Chad Gable a décidé, si c'est lui qui prend la décision, mais d'aller vers 205 parce que anyway, à SmackDown, on ne l'utilisait pas. Tout comme, justement, là, les deux autres qui sont partis de 205, là, Cedric Alexander, puis il me semble qu'il n'y en avait pas Buddy Murphy. Eux autres, ils doivent s'ennuyer de quand il était champion. Alexander, il a tweeté qu'il s'ennuyait de 205. Là. Avec raison. Puis il lutte quoi? Les ouvertures de Superstar avant les Raw puis des house shows, on le voit plus à la télé. Il fait les segments de la ceinture de R-Truth pogné dans un ascenseur pendant les 3 heures de Raw. Hey, ça, là. Mais j'ai quand même trouvé ça. Je maintiens mon point. C'est avec Firefly Funhouse les meilleures 2 minutes de chaque émission. Hey, c'est parce que même dans un sketch de Gilles Latulippe, tu restes pas pogné dans un ascenseur plus que 5 minutes. Il aurait fallu que quelqu'un nous explique 2 heures! À quel point comment ça fonctionne un ascenseur. Non, je sais que t'es juste de mauvaise foi dans la vie. T'as décidé dès le début que t'allais haïr ça jusqu'à ta mort, là, exactement. 24-7. Parce que ça, il est comme ça. Quand tu décides qu'il aimera pas quelque chose, il l'aimera pas, peu importe, no matter what. Moi, j'ai déjà été pogné dans un ascenseur pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ouais, c'est ça. C'est sûrement possible. J'ai trouvé ça drôle, 15 minutes. Après ça, un autre 15 minutes où j'étais comme, bon, OK, là, je serais prêt à sortir. Après ça, 1 demi-heure de comme, là, tabarnak, j'ai ça de pogner ici. Puis après ça, à la fin, quand je suis sorti, j'étais ben heureux. Bon. T'étais-tu tout seul dans l'ascenseur? Tout seul. Ah non, ça, j'avoue, c'est plate. Avec un SPAC. Oh, ben au moins. Tu restais-tu à la fin? Ben non, parce que là, je suis pogné dans l'ascenseur. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu bois. Ouais, puis si j'ai envie. T'enlèves tes culottes. J'avoue. Tu bois une canette, puis tu utilises la canette pour... c'est ça? Non, j'ai gardé mon SPAC. Problème et solution. Puis en plus, des fois, dans l'ascenseur, tu sais, les ondes de satellite rentrent mal, fait que tu peux même pas regarder ton téléphone. Hey, pauvre gars. Mais c'est un dur traumatisme. Fait que ton manque de respect envers les ascenseurs, là, puis le monde pogné dans les ascenseurs, là, ramène-les. Ah, fuck off. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est François quand il était jeune à l'arrière-plan. On est rendu là. Je pense que tu vas arrêter de parler de Tim en ondes. Wow! Ça, c'est bien plus divertissant que le championnat de 24/7. C'est ça. Avant l'émission, on se disait, qu'est-ce qu'on va dire là, finalement? Là? Merci, Tim. Tu nous donnes du matériel là, pour remplir. Moi, je pourrais continuer 1h30 de même. Rob Van Damme côté. Non. Fait que, on revient de la lutte? Ah ouais. Okay, fait que, en gros, on le savait, là, mais le showdown, ça a été un esti de messe. Fiasco. Ils ont essayé apparemment de faire lutter Natalia puis Alexa Bliss. Ils ont fait le voyage. Apparemment, la WWE a fini par mettre ça dans les mains de Sports Authority, là, qui sont l'espèce
C'est-tu gouvernemental, ça? Je pense que oui. Je pense que En tout cas, l'équivalent du l'autorité qui- ministère c'est ça. du sport ici. Il me semble que c'était eux qui, il y a un an, après que par accident, il y a eu à l'écran géant projeté les images justement de lutteuses. Ils ont fait une sortie de presse le lendemain pour dire on s'excuse, ça arrivera plus jamais de l'histoire de la vie que vous allez voir comme à des femmes lutter. Fait que là, c'est ça. Il y a Fait un an, c'était ça. Dans le show, on n'a pas fait de propagande pour l'Arabie Saoudite là, comme dans le premier show. Ils ne l'avaient pas fait dans le deuxième aussi. Je pense qu'ils avaient un peu appris leur leçon de ce côté-là. Mais en même temps, la WWE essaie de faire leur propre propagande en montant des kids dans des entrevues avec des kids. Avez-vous comment vous c'est donc merveilleux, on est donc content. Essayer de regarder ce qu'on vient. On fait ça pour les kids dans le fond. C'est ça pour les facile, 40 millions. Puis puis c'est facile de se dédouaner et de dire c'est pas de notre faute. On les avait amenés, les femmes, puis le combat était prévu. Ils ont dit non. Tu savais déjà qu'elle allait dire non. Tu les as fait voyager pour Sweet Fuck All. Comme un show d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de place sur le combat. Il a fait c'est un long voyage là, pour pas lutter. Là. Arrête, il a perdu le championnat dans l'avion. Ils ont fait les vidéos, puis c'est ça, il a perdu puis regagné les championnats, mais that's it. Mais en même temps, c'est vrai que dans un contexte, quand on parle en termes de kayfabe, là, si dans un ring, tu as R-Truth qui est le champion 24/7, puis tu as un arbitre sur place, il devient comme tout le monde devrait s'attaquer à lui. Fait que je pense arrêter ça aurait pu le rendre un peu intéressant. Là. Un peu intéressant. On ne l'aurait pas regardé anyway. Ça a duré quoi en plus 6-7 minutes cette affaire-là? Juste ça, 50 lutteurs, le 50 Rumble. Il n'y a aucun combat qui a duré plus que 12 à part Triple H contre Orton qui en a duré 48. Ah ouais. C'était awful. J'ai pas duré. T'as pas mais j'avais vu la stat quelque part. Le combat Triple H Orton était 2 fois plus long que n'importe quel autre combat sur la carte. Ils ont fait 24-25. Ils ont fait 25 comme d'habitude parce que Triple H se déplace pas pour en bas de 25 fait minutes. Que le Rumble est moins de 12 minutes. Pendant ce temps-là, Seth Rollins, Baron Corbin sont battus pendant 11 minutes. Balor Andrade 11. McMahon Reigns 9. 5 minutes pour l'affrontement entre Lars Sullivan et Lucha House Party. Fait que tu sais, c'est ça. Puis Goldberg Taker qui a 5 turn-on 48. Là. Ça c'était l'autre sujet justement que je voulais qu'on aborde. Ça a été un autre mess. Ce combat-là. Goldberg, c'est probablement concussé. C'est plus qu'une commotion, c'est probablement une vertèbre écrasée. Premièrement, en se frappant partout tout le temps en s'en venant, mais aussi je pense en se cognant la tête contre la porte. C'est pas la première fois aussi, à son retour, il y a un an ou deux, il a fait la même affaire. Puis sur un move, sur un spear là, dans le coin. Il a pogné le poteau. Fait que là, à ce moment-là, il était complètement commotionné. Il a fucké up un jackhammer, il a droppé Taker. Ça fait un brainbuster. C'est ça, c'est quasiment sa tête. Il n'a pas été capable d'aider sur le tombstone. Taker il a fini par... Il l'a pris direct sur la tête. Ouais, il a compressé. Le chokeslam, il a même pas capable de lever ses pieds. Ils n'ont pas été capables de faire le finish pour le chokeslam. Apparemment, les deux gars se sont écroulés en arrivant backstage. Comme clairement, il n'était pas... Là, ça remet en... On parle souvent que dans les dernières années, on a changé... la manière de voir les combats, on essaie de s'éloigner du non, tu finis no matter what. Quand il y a des blessures, particulièrement au niveau des commotions, on arrête, on n'y est pas avec ça. Il y a eu un événement avec Daniel Bryan, entre autres, il y a quelques années, où Triple H backstage a arrêté le combat parce qu'il voyait que son bras était rendu pas mal mou. Bryan s'est quasiment battu avec lui parce qu'il a dit t'aurais jamais arrêté le combat. Puis la réponse c'est oui, effectivement, j'aurais jamais arrêté le combat. Fait que c'est pour ça que c'est la job du monde backstage de l'arrêter, de protéger les lutteurs dans le ring. Là, est-ce qu'on ne l'a pas fait parce que c'est l'Arabie Saoudite, c'est des gros montants, parce que c'est Goldberg puis Undertaker, mais au final, on aurait peut-être dû. Ça a duré combien de temps ce match-là? 5, 6, 9 minutes. 9? Okay, c'est ça. Ce combat-là n'aurait pas dû continuer après le Tombstone botché. Comme c'est impossible que tu vois pas que Goldberg est plus sur la même planète. Il a tombé sa tête, son cou a été compressé. L'arbitre aurait dû être assez alerte pour juste arrêter ça là. C'est qu'à ce moment-là, ça devient. Lui-même, s'il est blessé, il devient plus sécuritaire pour son adversaire. Ça devient dangereux là, tu peux plus te mouvoir. C'est dangereux pour toi. Il a même pas été capable de sortir de l'aréna sur ses deux pieds sans se faire aider. Il y a des vidéos maison où on le voit juste s'écrouler. Donc, tu sais, déjà que le spectacle est un peu un désastre, on dirait que la gestion du spectacle, c'était pas fort, c'est dangereux. C'est des lutteurs à temps partiel et tout ça, on pourrait remettre en question, on ramène plus les vieux puis ça règle le problème. Non, parce que même si c'est des lutteurs à temps partiel,
sont supposés d'avoir le même niveau de protection que les autres. Là, comme t'es supposé Ils ont de détecter l'expérience, ces hein. affaires-là. Tu sais, oui, Goldberg n'a jamais été le plus habile des lutteurs. Il a même été dangereux souvent. Ça veut pas dire qu'il mérite de se faire compresser le cou parce qu'il est pas apte à se protéger. Moi, je pense qu'il reste plus de jus à Bill Goldberg qu'à l'Undertaker. Ben, le physiquement, oui. Taker n'avait pas assez de force. Puis ça, c'est un des trucs. C'est qu'avoir un Bill Goldberg amoindri, il peut pas s'aider. C'est quand même un homme de quoi, 260 livres, 250. Taker, il l'a échappé. C'est pas une négligence. Il a pas mal fait la manœuvre. Il était pas capable de le soutenir. Il l'a échappé. Taker, ça fait 30 ans qu'il fait le tombstone. Il sait comment le faire prendre. Puis quand il protège quelqu'un, tu le vois, il l'accote quasiment à ses hanches. Ouais, c'est ça. Il y a un gap là, de 6-8 pouces. Il n'y a même pas de pas assez proche. Tandis que là, la tête était déjà au Puis là, genou avant même il qu'il était pas, tombe, il là. était pas capable de le Mais non. tenir tout seul, cet homme-là de 200 quelques livres. Là. C'est ça. Il avait besoin d'aide de Goldberg qui n'était pas en état de s'aider. C'est ça, Goldberg, s'il avait été en état, ce serait un peu projeté par en avant. Ou tu sais, il aurait amorti. Là, il était juste pas là. Et c'est pas beau à voir. Là. Au ralenti, son cou écrase. Edge, sa carrière, c'est fini à cause de des bombes comme ça. On pense à plein de monde. C'est pas une blessure que tu prends à la légère. Puis là, c'est ça. Tu fais un spectacle exhibition avec des vieux lutteurs, tu protèges pas, puis après tu viens nous dire que le showdown était pour le progrès, pour le bien de tout le monde, puis ça, les bottines ne suivent pas les babines, là. C'est honteux, là. C'est pas un beau spectacle. Là. Non. Puis, vas-y. Tu vois Taker aussi, après le tombé, il a pas l'air d'un gars content d'avoir Non, non. gagné Ben non, son il est match. fâché, Il a raide, là. l'air de... Dans ses yeux, on peut voir le titre de l'épisode de cette semaine du petit paquet. Ouais, là, je pense. Puis Goldberg s'est excusé sur Twitter. Là, ils savent que c'est un mess. On s'entend, c'est deux vieux pros qui ont conscience que c'était inacceptable. un peu inacceptable, justement, comme produit. Puis là, Goldberg, il va falloir qu'il arrête de se taper la tête de n'importe oui, quoi. Ah non, mais Goldberg, c'est terminé. Là. Même si c'est juste une commotion cérébrale, il est dans la cinquantaine. Là. Tu ne reviens pas lutteur à temps partiel si en plus tu as un risque de commotion. Peut-être. À moins d'être mal pris financièrement, mais il a tellement fait d'argent dans le temps Ça, de il vient de s'acheter un WCW. bon 2-3 ans aussi. Je vois pas où il manque d'argent, Goldberg. Là, on va rester dans le même genre de sujet de conversation, mais on va faire un petit voyage d'avion. C'est parce que c'est rare qu'on a nécessairement ce style de conversation-là à propos de ce qui se passe au Japon, mais là, il faut l'avoir parce que généralement, nous, c'est très positif ce qu'on voit au Japon. On s'entend que le produit de la New Japan Pro Wrestling, actuellement, c'est probablement le meilleur produit de lutte sur Terre. Kota Ibushi et Tetsuya Naito se sont affrontés à Dominion en fin de semaine pour la ceinture intercontinentale que Ibushi avait gagné ici au Madison Square Garden. Ben ici. En Amérique, au Madison Square Garden au début avril. Et là, il est arrivé quelques affaires dans le combat. Le combat était parti pour « Oh my God, ça va peut-être être meilleur que le combat original ». Puis là, finalement, au final, il y a une espèce de gros malaise parce qu'on a pris, entre autres, il y a eu un échange de headbutt puis de coups au visage que tu fais comme c'est pas nécessaire après que ça ait mis fin à la carrière de Shibata, entre autres, ben c'est ça, de continuer de faire ces échanges-là. Et on parle aussi, là, vous avez probablement vu les gifs ou les images, Mathieu aussi les a vus, une espèce de German suplex sur l'apron que Ibushi prend sa tête, là, il peut pas plus. Ben non, c'est sa tête vraiment dans sur le l'autre côté, section. Puis j'ai lu des reports que c'était peut-être pas ça le move qui était prévu, puis en tout cas, mais tout ça pour dire que c'était extrêmement dangereux, Non, ces non, c'est affaires-là. ça, mais- Puis on veut pas qu'ils s'en aillent plus vers ça. Non, c'est ça, c'est qu'Ibushi et Naito ont l'habitude de sacrifier leur corps, puis ils se one-up toujours, ils surenchérissent d'un combat à l'autre. Et ça, c'était un rappel d'une manœuvre qu'il avait déjà faite, un German suplex sur le tablier. Déjà là, c'est comme, ouais, OK, la portion pour atterrir est quand même petite. Sauf que de la façon qu'Ibushi tourne, il y a deux scénarios possibles. Soit il visait de faire un flip arrière complet puis de tomber à plat ventre à l'extérieur, ce qui déjà là n'est pas particulièrement sécuritaire, ou il visait de tomber à plat ventre sur le tablier. Dans les deux cas, il n'a pas assez tourné et sa tête a comme squeezé. Moi, mon impression que c'était le plan A parce qu'ils ont beaucoup regardé avant, quand ils settent le spot, là, ils font de la place à Moi aussi, je pense que c'est ça. On dirait que je sais pas si en faisant la manœuvre, ils se sont mal enlignés au coup. Ah ou quoi ouais, que ce non, soit, puis mais... c'est... Tu sais, c'est...
c'est ça qui est la ligne à franchir, c'est que ça donne un super spectacle quand ils coordonnent bien. Tu sais, quand ils font des Hurricane Rana inversés du troisième quart, par exemple, puis des fois, ils en rajoutent un peu plus. Mais tu sais qu'ils l'ont prévu, puis que ça a l'air pire que c'est. Mais là, il y a eu un accident. Là, il est mal tombé. Et on le sait qu'Ibushi a un coup fragile. On sait qu'il s'est déjà blessé. On sait que Naito a de la misère avec ses jambes. Puis là, t'es comme... Ouais, vous nous donneriez quand même un combat 4 étoiles, puis on serait content. T'es pas obligé de nous en donner un 5 s'il y a la chance que ton coup, tu perds 5 ans d'espérance c'est de ça, vie. Là, éventuellement, comme... ces gars-là vont commencer à gruger c'est ça, là. dans leur propre fin de carrière. Meltzer faisait un parallèle entre ce match-là puis ce qu'il avait ressenti en regardant le classique Mankind contre Undertaker, que tu sais, Mankind va pas hésiter à mettre son propre intégrité physique en jeu pour le spectacle, mais ça crée quand même, ça met le public dans une espèce d'état bizarre. Tu sais pas si tu devrais apprécier parce que c'est spectaculaire, ça se rapproche du show, ça a l'air réaliste, ou si tu devrais au contraire dire ben là, vous avez le droit d'arrêter présentement, puis c'est pour cette raison-là en fait qu'il n'a même pas voulu donner de note à ce match-là, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, parce qu'il dit je veux pas donner une, parce que le reste du match était quand même bon, mais je veux pas donner une note pour encourager d'autres lutteurs à se mettre eux-mêmes en danger comme eux ils l'ont fait. Tu m'enlèves cette portion-là du combat, puis j'ai comme wow, c'était meilleur que leur combat au Madison Square Garden, mais à cause de cette manœuvre qui est... Oui, la manœuvre est ratée, mais la manœuvre qui était prévue était probablement trop dangereuse de toute façon. Fait que j'étais un peu entre les deux. Puis, Frank en a parlé de Shibata. Shibata, la raison pourquoi lui, son coup a flanché, il donnait des coups de tête sans protection. Donc, un coup de tête front à front, c'est ton coup qui absorbe l'impact. Oui, tu vas fendre du front, mais c'est ton coup qui absorbe. Puis, on fait une séquence comme ça aussi dans le combat. Puis là, tu fais comme là, à un moment donné, aidez-vous. Puis, parce qu'il y avait des périodes où Ibushi, il avait le regard complètement vitreux. Là, puis il a beau après ça dire qu'il workait puis que c'était voulu tout ça. À un moment donné, pour moi, t'étais plus tout là. On présume. Puis là, c'est ça, on parle d'une blessure peut-être pas majeure au cou, mais il est amoché. Puis là, c'est le G1 qui s'en vient au Japon. Puis le G1 au Japon, c'est intense, le lutteur. Puis Ibushi, si vous suivez moyen les histoires au Japon, on s'attendait à ce qu'il y ait un gros G1. Probablement la finale, si c'est pas le gagné carrément. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu ralentis tout ça, puis tu lui dis non, il faut que tu prennes soin de ton cou? Ou ride to death, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. J'espère qu'il va faire attention. Étais-tu frais de ton café? Ah, il me reste encore, mettons, un 20 minutes. Là. Un 20 minutes de pseudo-tiède. C'est ça, Fait que tu sais, c'est ça l'appréciation. Dominion, gros spectacle, mais là, tu sors d'un des meilleurs combats de la soirée avec cette... Ah, c'était pas nécessaire. C'était comme trop m'en donner. Puis là, on sort de ce combat-là, puis on oublie quasiment que Tetsuya Naito a repris la ceinture intercontinentale, parce que c'est ça devient second... Ben c'est ça, l'arrière-pensée. Le dernier 5 minutes était fucking bon, mais je suis jamais revenu. Et le combat précédent, c'était pas précédent, 2 combats avant, c'était Will Ospreay contre Dragon Lee. Non, le combat avant, c'était... C'était le combat avant direct. Puis eux autres aussi, ils ont poussé la note, mais une petite affaire moins loin, fait qu'on dirait que j'ai pardonné. Dragon Lee, à un moment donné, a assis Will Ospreay à la table des commentateurs japonais. Pour vous situer, c'est le même setup qu'avant à la E, où la table était peut-être à quoi, 12 pieds du ring, là, assez proche, mais il y a de l'espace pour marcher puis se véhiculer. Ospreay était assis là-dessus, puis Dragon Lee a fait un topé dessus, mais... Jusque sur dans la foule, la table. Oui, dans la foule. Il a ramassé les commentateurs, mais ce saut-là, tu peux pas l'absorber tant que ça. Tu fais comme un acte de foi de ça va pas être si pire, ça va bien aller. Donc, eux autres aussi, ils prenaient des risques. Puis là, Will Ospreay est devenu champion junior IWGP Junior Heavyweight pour couronner finalement probablement la meilleure séquence d'un mois ou deux de toute l'histoire pour un lutteur. Là. Présentement, Will Ospreay, c'est le meilleur lutteur sur la Terre. Il y a une fusée dans le dos. Là. Will Ospreay ne fait rien de mal. Il a lancé le défi à la New Japan de l'inscrire dans le G1, même s'il est champion chez les juniors, ce qu'ils ne font pas normalement, parce que le G1 est réservé au heavyweight. Donc là, Ospreay a dit, regarde, je suis champion, j'envoie un défi à Robbie Eagle parce qu'il m'a battu dans le tournoi. Robbie cherchait à qui d'autre qui avait envoyé. Et après ça, il a dit, New Japan, I dare you, mettez-moi dans le G1. Et là... Attention quand vous dites, par exemple, que Will Ospreay a une fusée dans le dos. Le dernier qu'on a dit qu'il avait une fusée dans le dos, c'était Drew McIntyre. Regardez ce qui se passe présentement. Effectivement. C'est la Diesel. C'est la Diesel. Merci d'être downer. Il y a deux autres gros noms qui se sont
proposé pour le G1. John Moxley a ouvert la carte de Dominion en affrontant Shota Umino, qui est un Young Lion. Ils ont donné un Young Lion. Ça a été un quick, pas tant un squash, mais un quick fight assez rapide, assez sec, que finalement John Moxley a gagné. Excellente promo après, à l'extérieur. Une fois qu'il est ressorti, il a traîné son Young Lion avec lui non-stop. Puis c'était comme, va te montrer, moi, tiens, tu vas. C'est le fun de la part de Moxley parce qu'en faisant ça, il réussit à mettre le jeune over aussi. Là, le jeune, on va s'en souvenir maintenant. Puis s'il va continuer de l'utiliser peut-être comme son espèce de helper, c'est tant mieux pour lui. Ce Young Lion-là avait eu un combat plus tôt cette année contre Tanahashi aussi qui avait été compétitif. Là, il commence. Quand tu commences à avoir un nom sur un Young Lion, d'habitude, c'est quelque chose s'en vient pour lui au Japon. Initialement, ils ne sont pas identifiés par ils sont identifiés, mais tu as remarqué, il est en bobette noire, en botte noire, tout ça, mais tous les Young Lions sont habillés comme ça. Ils n'ont pas de gimmick. Donc, tant qu'ils n'ont pas de gimmick, ils ont un nom, that's it. Là, après ça, ils vont souvent les envoyer en excursion. Puis quand ils reviennent, ils ont un personnage. Mais là, lui, ils ont l'air à le développer là, tout de suite. Fait que peut-être que son personnage va sortir de ça. Ou ils vont juste le pitcher en excursion aux States pour se promener à AEW et tout ça. Puis quand il va revenir, c'est vraiment le chemin traditionnel New Japan. Ça marche. Donc, après le combat, John Moxley a annoncé à New Japan qu'il voulait participer au G1. On a parlé de Shibata. Il y est venu aussi. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à la télé de New Japan. Et il est venu pour nous réintroduire un favori japonais, Kenta. Il te manque une coupe de nuances. C'est pas réintroduire Kenta, c'est Kenta Jump Ship. Kenta est associé à la All Japan. Il n'était pas avec Noah, lui? C'est-tu la All Japan ou Noah? Oui, non, c'est Noah. C'est Noah. Mais, tu sais, mettons, pour faire l'équivalent, c'est un saut WCW à WWF des années 90. Kenta a toujours été associé à une autre fédération. Donc là, il revient en Asie après son passage en Occident et il revient à la New Japan et il se déclare dans le J1. C'est comme, c'est Scott Hall qui débarque à Nitro. C'est comme, wow, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, on sait tout t'es qui. Qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Là, moi, je blanque sur son nom WWE, là, juste pour le monde. Razor Ramon. Non, Kenta, Calis. Hideo Itami. Hideo Itami, c'est ça. Hey, j'essaye de suivre, là. Je suis malade. Calvaire. Donc, Kenta est dans le J1, John Moxley dans le J1, probablement Will Ospreay. Ça fait des nouveaux visages. Semaines, ça commence en juillet au Texas. La première journée du J1 et de leur show au Texas. Je pense qu'il y a un combat de championnat prévu aussi, là, mais ils font un gros show J1 Special, puis après ça, ils transportent tout ça au Japon. Puis la finale est quelque part en août. Ça s'échelonne sur un mois, grosso modo. C'est intense. La lutte à écouter cette année. C'est intense, le J1. C'est le fun. En plus, c'est des petits gars-là. Ils font une finale, puis le premier, c'est dans des grosses salles. Puis après ça, ils gardent ça dans des salles à 600-700 personnes. Donc la vibe est très gymnase, trop éclairée. Mais les gars, il faut quand même qu'ils racontent leurs histoires. Puis dans ta carte, 12 combats. Fait que c'est les mêmes superstars, mais il n'y a pas de grosse entrée. Ils rentrent par le côté, ils coupent dans le monde. Puis c'est comme, bon, on fait notre fête, puis on se ressort. Cool. La vibe est très le fun, honnêtement. C'est comme... La E devrait l'emprunter. Tu sais, ils l'ont déjà fait des fois avec... c'était quoi? C'était The Beast in the East, là, le gros show en Asie avec Brock. Qu'on avait aimé ça parce que la vibe était comme... C'était dans un sumo hall. Il y avait peut-être 8000 personnes. C'était plus petit, c'était plus contraint. Même la production de Evolution, le pay-per-view féminin, ça avait quelque chose de ça. La production de NXT. Avec les foules plus sombres. On met pas l'accent là-dessus. C'est dans le ring que ça se passe. Tu peux bien produire un show dans une petite salle. OK, oui, tu as moins de revenus à la porte et tout ça, mais le produit télé est intéressant. Mais oui, ils remplissent pas leur grosse salle. Mais non, ils ont de la misère à les remplir. Même pour les Roy SmackDown, ils vont dans des 20 000 per place, puis il y en a 12 000. Rapetisse, rapproche ton monde, donne de la proximité un peu. Du côté de l'Elite Wrestling, on continue de s'avancer vers le prochain événement qui est Fighter Fest, qui est à la fin du mois de juin. Puis là, on savait que Chris Jericho, avec le genre de deal qu'il avait, qu'il ne serait pas là tout le temps. Puis là, on a incorporé ça à la réalité. Le Jericho. All Elite ont annoncé que le show de Fighter Fest allait être disponible gratuitement en streaming. Faut être. Faut s'abonner à Bleacher Report Live. Là. On ne sait pas si ça coûte quelque chose. Ça,
Stéphane va faire Ouais, les recherches. on va puis il va investiguer revenir là-dessus. Selon moi, ça coûte quelque chose, mais ça doit pas être cher. Sauf que là, Jericho a fait comme c'est inacceptable que vous donniez ça aux fans. Moi, fuck off. J'aurais changé le double. Je vais pas là. Puis. Puis en plus, Jericho est en train de préparer un programme au Japon avec Tanahashi là, à la fin du main event de Dominion. Ah, c'est ça. Il s'est attaqué à J'ai oublié de parler de ça. Et Jericho et Okada ont fait un bon brawl, c'était honnête. Puis c'est ça, Jericho s'est attaqué à Tanahashi après. Donc on présume qu'il va y avoir un combat entre les deux. Si c'est pas cet été, c'est peut-être à Don Taku, je pense, qui est l'automne après le J1. Bref, il installe ça. Il prend une petite pause, la AEW. On va le voir à All Out. De toute façon, c'est pas mal assuré. Il est aspirant au championnat All Elite. Donc, petite pause pour Fighter Fest. Mais hey, on tombait sur Fighter Fest. Allez écouter les vidéos sur YouTube. Oui, il y a Being the Elite qu'on connaît déjà, c'est le fun. La série, il y a 150 épisodes, ça fait un bout de ça roule. Mais là, il y a le Road to Fighter Fest qui s'installe du côté, je pense que c'est sur le YouTube de la famille Rhodes. Et le deuxième épisode est sorti hier. Et c'est presque juste des promos, mais de lutteurs que tu connais moins. Fait que Joey Janela fait une promo pour son combat contre John Moxley. C'est comme, OK, cool, on entend Joey Janela parler. Mais surtout, Darby Allin, qu'on a vu à Montréal cette année. Il est venu à l'IWS au show du MTLUS. Il est hot. C'est ça, il est cool, mais son personnage est comme pas super défini. On sait juste que c'est comme un ancien skater qui se maquille un peu straight edge, tu sais. C'est des lignes floues. Et là, ils ont donné une promo d'à peu près 5 minutes. Puis c'est, honnêtement, là, je le trouvais intéressant, Darby Allin. Puis là, je suis comme, OK, j'ai hâte de voir son combat. Il a tourné une switch parce qu'il a mis de la chair autour de l'os. Il explique pourquoi il se maquille, pourquoi il est straight edge, puis tout ça. T'as fait ça, toi aussi? Hein? J'ai beaucoup de chair autour de l'os. Donc, non, les Road to Fighter Fest sont vraiment intéressants. C'est bien produit, puis ça permet de connaître un peu plus les lutteurs que vous connaissez probablement moins de la All Elite parce qu'ils sont sur le circuit indépendant. Là. Donc, pas de télé, pas de. Ça serait peut-être à l'avantage de la AEW, par exemple, de faire une seule chaîne YouTube avec tout leur contenu parce que là, je pense qu'il faut se promener un peu à gauche puis à droite et savoir où fouiller. Je pense que c'est sur Reddit que quelqu'un avait soulevé ce point-là. Puis, honnêtement, je pense que c'est brillant dans l'algorithme de YouTube de l'éparpiller. OK. Parce que si tu monopolises tout ton contenu sur la même chaîne puis que le monde ne suive pas ta chaîne, ben, il en manque complètement. Tandis que si tu es sur 3-4 chaînes puis que c'est juste comme le topic wrestling qui intéresse le monde, ils ont peut-être plus de chances de tomber dessus éventuellement. Je sais pas si ça a un rapport, mais... Les vidéos sur les autres chaînes vont être proposées sur le cours. 10 minutes, ces algorithmes non, je te jure, Fighter Fest. Ça va être le fun. Fait que ça va être à suivre, ça. Mathieu, toi, t'es allé voir en fin de semaine l'événement qu'il fallait pas manquer à Montréal si vous aimez la lutte. On l'a tout manqué sauf Mathieu. On l'a tout manqué sauf Mathieu. Et ça, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Total Crap qui ont fait un autre événement lié avec la lutte au Club Soda. Oui, c'est ça. C'était tout d'abord, le Club Soda était bondé. Puis tu sais, ça m'a rappelé à quel point le Club Soda, ça peut être une bonne salle pour la lutte. Là. La disposition est quand même se prête bien à ce genre de show-là. Et puis, il faut quand même, tu sais, ne pas oublier qu'un show de Total Crap est en majeure partie consacré à des extraits vidéo. Oui, il y avait de la lutte, il y avait un ring au milieu de la salle, mais c'était surtout des extraits vidéo qui provenaient de plein de places. Tu avais beaucoup de lutte Boss Run qui était très, très appréciable. Tu avais, en fait, un des highlights du début de la soirée, c'était les Nasty Boys. En fait, j'avais déjà entendu le nom, mais je ne pourrais pas dire exactement où ils ont lutté, eux autres. Les Nasty Boys? Ouais. WWF, WCW, la AWA dans le temps. Le champion par équipe de la WWF. Alors, les Nasty Boys qui bizarrement, se sont retrouvés dans une émission de télé qui passait à Zest. Puis c'était un des gars des Nasty Boys qui se battait contre un bucket d'ailes de poulet vraiment très, très épicé. Il y avait un arbitre, tout. Là, il fallait qu'il passe à travers le bucket d'ailes de poulet. Puis c'était doublé en français, mais tu sais, comme les émissions qui passent sur ces là, tu entends quand même la bande-son originale derrière, mais tu as une voix par-dessus. Puis là, j'imagine que ce qu'on entendait originalement, c'était Command Be Nasty, quelque chose de même. Sauf que la traduction se disait allez, sois méchant, sois méchant. Et là, cette ligne-là, sois méchant, est devenue le running guide de toute la soirée. À chaque fois qu'il y avait des matchs de lutte, après ça, la foule ne faisait que répéter sois méchant, c'était de toute beauté. Et surtout, tu avais un gars dans la foule de cette émission-là qui faisait une espèce de face-à-face
fessé dedans et sa face est revenue tout au long de la soirée. Très, très bon travail de montage. Et donc, rien à redire en ce qui a trait à la sélection des extraits vidéo. 3 matchs qui étaient à la carte. Dont probablement le combat de l'année jusqu'à maintenant. Au Québec, oui, probablement. Donc, le dernier, j'imagine qu'on parle de Matt Angel. Speedball Bailey puis Matt Angel. Moi, j'ai vu des images de ça, puis... Oui, non, c'était de la bombe, les deux lutteurs ont un rythme qui est quand même très rapide, ont un style qui se complémente bien. Je ne sais pas à quel point ils ont déjà lutté souvent ensemble, ces deux gars-là, mais la chimie était clairement au rendez-vous. Le match lui-même n'était pas particulièrement long. Je dirais peut-être une douzaine de minutes à peu près. J'ai l'impression que la soirée, le reste de la soirée était un petit peu plus long que prévu. Peut-être qu'il a fallu qu'il squeeze. Non, mais de toute façon, dans un événement comme ça, je pense pas que tu veux avoir des trop longs combats devant une foule qui n'est pas nécessairement... je sais pas si la crowd venait plus pour les vidéos que pour la lutte. Je pense plus pour les vidéos, bon, j'ai l'impression. Parce que moi, Jeff Kelly m'a mentionné qu'il avait runné toutes ses plus gros hits. Là, faire regarder les fans en dessous de leur chaise pour des billets. Puis, il a fait une très bonne job, Kelly. Quand même. Kelly, c'est le meilleur annonceur au Québec. Avec une foule de non-initiés, il se gâte. Dans les campings et des affaires de même, là, il sort toutes ces grosses affaires classiques que si tu l'as vu 10-12 fois, tu sais comment c'est beau, là, reviens-en. Mais c'est ta première fois, tu vas regarder en dessous de ta chaise comme un épais. Puis c'est quoi, c'est. La foule là, ici est extraordinaire. Là. Vous autres, vous êtes extra. Puis vous autres, vous êtes ordinaire. Nice. Ça ne l'a pas fait, mais la prochaine fois. Il sort ses gros classiques en général, puis le bon dans la barre, puis il laïs, puis c'est comme c'est drôle. Mais ça, le match lui-même, Matt Angel contre Speedball Mike Bailey, excellent, vraiment rien à redire. De la haute voltige très rapide. Sinon, aussi un petit peu plus tôt, tu avais Benjamin Toll contre Matt Falco. C'était son Open Challenge. Et bon, c'est son ancien partenaire, en fait, qui a répondu à l'appel. Le match tout à fait honnête là, à la hauteur du talent des deux gars. Et le premier match, en première moitié de soirée, c'était une danse à 3, en fait, avec, comment il s'appelle, Jean Fray de Terrebonne. Ah, ben oui, Jean Fray, le Handsome GF. Handsome GF, c'est ça, avec Space Monkey, puis avec Sexy Eddie. Là, on était par contre clairement dans le comedy wrestling. J'avoue, je regardais ce match-là. Ça fitait dans l'événement. Ben, ça fitait dans l'événement, mais je me disais, tu sais, mettons que tu as des gens dans la foule qui n'ont jamais vu de la lutte. Leur premier match de lutte à vie live qu'ils voient, c'est ça. C'était pas le match le plus tight en termes de lutte elle-même. Il y a peut-être eu 3 prises. Le reste, c'est genre des gags avec des bananes puis des affaires de même, faire des descentes du coude à queue du singe. Là. Mais bon, quand tu sais à quoi t'attendre, c'était correct. C'est que c'est tu fais de son spot où tout le monde est attiré par son pénis. C'est ça, l'espèce de champ gravitationnel lié à son pénis. Ça marche bien. En fait, ma principale critique du show, c'est pas par rapport au show lui-même, c'est par rapport au public, et pas à tout le public, à l'espèce de gang de morons qui était assis juste à côté de nous autres. Je sais que un spectacle de lutte, ça invite les gens à crier, puis à participer, mais faut quand même savoir, faut pas oublier que tu es dans un lieu public. Le monde à côté de moi faisait juste des concours de rot tout le long de la soirée. Puis il faisait juste comme insulter le monde avec des insultes homophobes. Là, je fais comme, comment, c'était classique. Quand vous allez dans peu importe les événements, mais surtout des événements de lutte, parce qu'on sait que justement, on est appelé à participer. Stay classy, s'il vous plaît. Faites honneur à cet art qu'on aime, la lutte, et sachez vous comporter. Ça alimente le cliché en plus. Il y a bien des gens qui aiment pas, qui pensent qu'ils n'aiment pas la lutte de sous-sol d'église parce que c'est ça. Mais oui, il y a toujours une poignée d'imbéciles qui vont te le donner pareil, mais c'était pop, là. On est au-dessus de ça. Je suis sûr qu'eux, il y avait bien du fun. Ils se gâchaient, c'était leur soirée, mais ils ont gâché le fun de comme plein de monde autour. Fait que pensez aux autres. Qui mange de la merde. Qui mange de la merde. Si on avait le nom, on le dit. On les c'est clair. Toi, là. Pouvez-vous croire? Tu le sais, t'es qui? Pouvez-vous croire qu'on a fait quasiment 45 minutes aujourd'hui? Avec rien. Sweet fuck all. Avec sweet fuck all. Si on n'avait pas eu les images de jeune François derrière, on aurait fait 25 minutes. Là, mais ça nous a donné du jus. Ça nous a redonné du jus. Fait que là, tombons dans le moment culturel parce qu'on a fait le tour de la lutte. Ouais, c'est assez. Ouais, Mathieu, as-tu des choses à nous demain, plugger? les Francophonie de Montréal donnent leur coup d'envoi. Bonne programmation. Surtout, je me suis intéressé surtout aux shows gratis parce que c'est accessible à
tous. Sinon, les autres shows en salle, c'est souvent vendu d'avance depuis Ouais, longtemps. non, c'est ça. Deux soirées qui attirent mon attention. Tout d'abord, demain soir, vendredi, c'est la soirée de début. Et à l'extérieur, tu as notamment Ken Lo et Eman. À la base, je viens du punk rock, OK? J'ai comme un sweet spot pour le rock, mais on peut quand même pas dire que présentement, en 2019, au Québec, on est dans un âge d'or du rock. C'est plutôt le rap qui donne, disons, la meilleure musique présentement. Et un des groupes chefs de file de cette scène rap-là, c'est À la Claire Ensemble. Et c'est des gens qui, depuis le début d'À la Claire Ensemble, ont produit à un rythme absolument hallucinant. Non seulement le groupe lui-même dans son ensemble, mais également chaque membre dans des projets solo. Récemment, la semaine dernière, tu as eu Ken Lo, justement, qui a fait paraître son deuxième album solo, qui est absolument fantastique. Allez écouter ça sur Spotify, Bandcamp. Ça s'appelle Sainte Foi. Notamment la dernière pièce qui s'intitule Ça fait mal. Il y a un sample de Vampire Weekend dans ça. Donc, de voir dans une toune rap se rassembler Vampire Weekend et Ken Lo, j'étais vendu d'avance. Okay. Il y a lui et il y a Eman, autre membre d'À la Claire Ensemble, demain soir gratuitement à la place des festivals. Et sinon, mardi, je crois, les Vulgaires Machins qu'on n'a pas vus sur les planches québécoises depuis longtemps, ou ils ont peut-être fait quelques petits shows récemment, mais c'est quand même des légendes du punk rock québécois. Et en première partie, mes légendes personnelles, les Marmottes aplaties, qui avaient fait quelques prestations l'année dernière, Rockfest à Montréal, dans une espèce d'église glauque sur Ontario. Et là, sur la grande scène de la place des festivals, c'est certain que je vais être là et je vais être dans le pit pendant boîte à lunch et détruire. Dans le pit. Dans le pit. Dans le pit. Faut encore que je me sente encore un peu jeune. T'sais. Ben oui. On se fait accroître les affaires. C'est ça. Stéphane, à la télé aussi, il y a des affaires intéressantes à checker. Il y a comme un gros blitz de bonnes séries télé. Je pense qu'on vous a dit la semaine passée d'écouter Tchernobyl. On va vous le dire. Passé, mais allez écouter Tchernobyl. Nous autres, on se les dit entre nous autres. Allez écouter Tchernobyl sur HBO. Ça n'a pas de sens. J'arrête de sacrer. Alors, c'est fou raide. Ça fait peur parce que c'est vrai. Ouais. Sinon, sur Netflix, tu as aussi une autre série documentaire, mais c'est une fiction, When They See Us, sur le Central Park 5. Honnêtement, là, côté... Mathieu. Salut Mathieu. côté documentaire, je suis tout seul sans Mathieu. Ah, Mathieu, tu es là. Hey, ça me déconcentre. J'essaie de vous dire que When They See Us, c'est déchirant. Fait qu'allez voir ça, série juridique sur une injustice. Là, 5 jeunes afro-américains puis un hispanophone qui se sont fait accuser d'un meurtre, mais qui n'avaient pas d'affaires là pantoute, qui ont fait de la prison pour ça. Bref, c'est 5 épisodes d'une heure, 4-5. C'est de la bombe sur Netflix. Qu'est-ce que c'est 2 affaires tough, là? As-tu quelque chose de plus... C'est moins tough, mais c'est pas particulièrement joyeux non plus. Sur Amazon Prime, il y a eu la 2e saison de Fleabag qui est sortie il y a quelques semaines. Ça s'était passé complètement à côté de mon radar parce que la première saison date de 2016 ou 2017. Ils ont espacé les deux, mais c'est 2 saisons, 6 épisodes de 30 minutes. C'est, pour faire très court, c'est le Girls britannique de Lena Dunham, mais en plus intelligent. C'est vraiment, vraiment, vraiment intelligent. C'est super bien écrit. Plus dramatique que comique, mais quand c'est drôle, c'est vraiment drôle. C'est des bonnes blagues. Les situations sont quand même lourdes. C'est un deuil, puis une famille un peu éclatée, puis des situations familiales très tendues. Mais honnêtement, là, je pense que c'est la série la mieux écrite des récentes années. Il n'y a rien pour rien. Là. C'est des épisodes de 30 minutes, là, puis t'as aucune scène inutile, t'as aucune ligne de dialogue qui va pas être ramenée à d'autres choses éventuellement. Donc, de l'excellente télévision si vous voulez éviter la pluie mouille anyway, pendant 4 jours. Vous avez d'autres affaires. Trouvez-vous du streaming à la maison, là, puis installez-vous confortablement. Une petite couette et un petit peu de bouffe. Fleabag. Merci, bonsoir. Fleabag, oui. Okay. Très, très bon. As-tu autre chose pour finir? T'es beau. C'est bien fait. C'est pas fin, ça? Là, on juge la WWE d'être des sell-out, mais nous autres aussi, on est des sell-out. Si vous voulez nous écouter, vous pouvez faire ça sur la plateforme iHeartRadio depuis maintenant quelques semaines. Ouais. On est là, tous les épisodes sont là. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, sur notre page Facebook, sur Speaker, sur Spotify. Apple. Si vous nous croisez dans la rue, vous pouvez nous demander de faire des extraits de nos épisodes. On va rejouer des bouts de l'épisode. Il n'y en a pas de problème. Fait que Mathieu habite dans Rosemont. Si vous voulez croiser Mathieu, Rosemont. Tout le monde à Rosemont. Stéphane est dans le Myland. Donc, personne ne dans le Myland, il y a des constructions. Effectivement, allez pas chez Stéphane, c'est de la merde. C'est tout pour nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. On va pouvoir parler de Stomping Ground, je pense, parce que c'est dans 2 semaines. Je pense que oui. Sinon, IWS. Hey, c'est vrai, on présente la lutte à RDS 2 ce dimanche.
La AWS était au New Jersey pour la fin de semaine de WrestleMania. Yes. Fait qu'on sort des combats de ça. Puis on termine le G1 à Madison Square Garden entre la New Japan puis la Ring of Honor. On s'est gâté un peu. Là. On a Solide. mis un petit peu plus de New Japan que d'habitude. Fait que si vous voulez voir de la lutte de la New Japan, si vous n'avez pas accès au newjapanworld.ca, excellente occasion. RDS2 en fin de semaine, dimanche matin. Je crois que c'est 10h, mais sous toute Il réserve. me semble que c'est Vérifiez 10 heures. les heures. Super affrontement entre Will Ospreay et Jeff Cobb. Oh oui. L'affrontement à 4 équipes avec, entre autres, notre ami PCO, avec les deux la ceinture de Ring of Honor et la ceinture tag team du New Japan était en jeu avec 2 gars de LIG, Guerrillas of Destiny, Puis les Briscoes. puis les Briscoes. Donc, le meilleur combat de tout le week-end de WrestleMania, l'affrontement Tetsuya Naito et Ibushi Kota, comme Ben Cossette va le dire. Ben Cossette va dire ben des niaiseries pendant ça. cette émission-là. Donc, écoutez ça, soyez là dimanche, puis soyez là la semaine prochaine pour un prochain épisode du Petit Paquet. Vous autres aussi, vous êtes beaux à la maison.